Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Nana, on va parler de traités inégaux, on va parler de Sukhumvit, de prostitution et de marchands indiens. Nana, c'est un quartier de Bangkok qui est connu pour sa vie nocturne, pour ses bars, pour sa population cosmopolite. Le quartier est coupé en deux par la rue de Sukhumvit. On dit qu'au nord de cette rue se trouve le quartier arabe, le quartier touristique et le quartier des affaires, et qu'au sud, on trouve le quartier chaud. Alors qu'on aime ou pas l'ambiance de ce quartier, qu'on condamne le tourisme sexuel ou qu'on s'en incommode, on peut quand même en faire l'histoire. Et c'est ce que je vais faire en m'intéressant plus spécialement à son nom, mais à travers ça, évidemment, on va faire l'histoire du quartier. Et pour ça, il faut qu'on remonte un petit peu dans le temps. Alors on sait que la Thaïlande est très fière de ne jamais avoir été colonisée, ni par les Français, ni par les Anglais. Cependant, les Thaïs oublient souvent de dire que leur souveraineté s'est maintenue grâce à des concessions territoriales, puisque par exemple le Laos et le Cambodge qui étaient sous domination siamoise ont été cédés à la France, mais que le Siam a dû aussi faire des concessions économiques sous la pression des Britanniques. C'est comme ça qu'en 1855, le gouverneur de Hong Kong va venir au Siam pour négocier un traité avec une délégation de Siamois dont faisait partie un des frères de Rama IV. Celui-ci, avec l'accord de son frère le roi Mongkut, va ratifier ce traité qu'on va appeler le traité de Bowring. Il fait partie de ce qu'en droit on appelle les traités inégaux imposés par le Royaume-Uni à différents pays d'Asie. Jusque-là, les produits importés au Siam étaient très fortement taxés et ce traité va limiter la taxation des produits importés à un maximum de 3%. Alors ça s'applique à peu près tous les produits, mis à part l'opium, qui lui va pouvoir rentrer de façon totalement libre et non taxée. Et là, ça fait écho à ce grand monopole que le Royaume-Uni avait réussi à imposer à la Chine, ce monopole sur la vente de l'opium en Chine. Et c'est un sujet que j'avais abordé dans la vidéo que j'avais faite sur les porcelaines asiatiques qu'on trouve au Maroc. Voilà, je vous mets le lien ici. Alors ce traité stipule que les marchands britanniques pourront vendre et acheter directement aux Siamois sans intermédiaire, qu'ils pourront se déplacer librement et qu'ils pourront louer et acheter des propriétés à condition qu'elles se trouvent à plus de 4000 des murs de la cité royale. De plus, les ressortissants britanniques sont placés sous la juridiction consulaire, donc ils échappent à la justice siamoise, c'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité. Ce sont des traités inégaux dans le sens où ils ne sont pas réciproques, donc ce qui va s'appliquer au Siam ne va évidemment pas s'appliquer en Angleterre. Et l'Angleterre ne sera pas la seule à imposer ce genre de traité, la France fera la même chose en 1904 avec le Siam. Ici, un film nous montre la version thaïlandaise de cet événement et un petit peu son traitement moderne. It is my pleasure to greet an envoy of Her Majesty the Queen of England. I realize the greatness of your country. You must not expect too much from Siam. It was mostly a jungle. Trade will change Siam from a forest to a garden, Your Majesty. Our country used to be a forest, but is now a plantation. When everything is done, I hope that this goodwill will make us good friends. Alors malgré l'aspect inégalitaire de ce traité, les économistes s'accordent pour dire qu'il a été une chance pour l'intégration de la Thaïlande dans le capitalisme des 19e et 20e siècles. Donc ce traité va ouvrir le marché siamois aux Britanniques, mais il va surtout être une garantie d'indépendance, et c'est ce qui explique en partie pourquoi le pays n'a jamais été colonisé. Et le roi Mongkut finira même par confier le poste d'ambassadeur du Siam auprès des cours européennes à ce diplomate britannique qui s'appelle John Bowring et qui donne son nom à ce traité. Bref, tout ça pour dire que les ressortissants britanniques vont pouvoir venir commercer librement au Siam et que c'est par ce biais que des marchands indiens qui sont alors sous la domination britannique, sous le Raj britannique qui administre l'Inde, vont pouvoir venir au Siam et pénétrer ce marché. Et ces marchands viennent en grande majorité de l'ouest de l'Inde, du nord-ouest de l'Inde, au-dessus de Bombay. On va avoir une grosse population qui va venir du Pendjab. Donc eux, ils représentent la population sikh qui est majoritaire chez les Indiens de Bangkok. Mais ils vont aussi venir de la ville de Surat, qui est une grande ville du Gujarat qui était très importante dans le commerce international. Et c'est de là que provient la famille Nana. Ali Bhai Tepadia est né en 1877 dans une famille de riches marchands gujratis.
Il vient au Siam en 1890 en compagnie de son père. Il va faire une partie de ses études à Bangkok. Il va finalement les terminer en Inde. Et de retour au Siam, il vient aider son père dans son commerce d'importation de textiles à Thonburi, non loin du temple Anankaram. En parallèle, il va vendre des vêtements au palais royal et c'est comme ça qu'il va gagner en notoriété auprès de la noblesse siamoise et de la monarchie. La légende familiale raconte que pendant une audience royale à laquelle ce Tepadia a été convié, il était venu avec ses enfants qui chahutaient un peu trop et là il leur aurait dit « Nana, tenez-vous bien ». Et de là, le roi Rama IV a donné ce surnom à toute la famille Tepadia, qui depuis ce moment-là est connue sous la famille Nana. Et ils vont même prendre ce mot Nana comme patronyme, donc comme nom de famille. Et en Gujarati, qui est la langue maternelle de cette famille, le mot Nana signifie petit. C'est pour ça qu'il leur avait dit « les petits, calmez-vous ». Et ce mot Nana Gujarati est proche des mots hindi et ourdou Nanha. Et on a un exemple, par exemple, de l'utilisation de ce mot dans une chanson très populaire gujarati. Le fils de Ali Bhai Nana, qui s'appelle Ibrahim Ali Bhai, va développer l'entreprise et c'est son fils à lui, Ahmad Ibrahim, qui va fonder la compagnie Randeri Brahramakran, dont on peut toujours voir l'acronyme sur un portique qu'il avait fait construire dans le quartier de Klongsan. Plus tard, il se lance dans l'import-export et il fait de sa compagnie A&A Nana Company une spécialisation dans le commerce et l'importation du sucre indonésien. Mais c'est surtout en sa qualité d'investisseur immobilier qu'il va être connu. Parce qu'il va acquérir de grandes parcelles de terrain à Thonburi, mais surtout à Bangkok, dans l'actuel quartier de Sukhumvit, entre le seuil 1 de Sukhumvit et le croisement de Watthana. Dans sa thèse sur laquelle je me suis appuyé pour cette recherche, une chercheuse note que l'on avait proposé de donner le nom de Nana à cette grande route construite dans les années 30, mais qu'il avait poliment refusé la proposition. La famille Nana s'est finalement installée dans ce nouveau quartier de Sukhumvit où elle possède toujours des propriétés. Les ruelles du quartier ont commencé à être nommées avec les noms des enfants de la famille. On avait par exemple le seuil Israhim ou le seuil Mahmoud. Et c'est dans les années 50 que le dictateur nationaliste Phibun Sangram va débaptiser ces noms et va les rebaptiser par des noms thaïs. Et c'est aussi lui qui va proposer le nom de Prasop Sukhum pour nommer cette nouvelle route qu'on appelle aujourd'hui Sukhumvit. Et l'histoire de ce noble premier étudiant thaï diplômé du MIT qui va devenir chargé du développement des autoroutes en Thaïlande mériterait une vidéo à lui tout seul, mais je reviendrai peut-être un jour si je fais l'histoire de Sukhumvit. Donc voilà, Sukhumvit aurait pu s'appeler Nana et c'est devenu que le nom du quartier. Et malgré la notoriété de ce quartier, on a une autre rue dans Bangkok qui porte le nom de Nana, qui se situe dans Chinatown, au nord de Hualongpong. Et là, on a une rue qui est beaucoup moins internationale que ce qu'on trouve à Sukhumvit, mais c'est une rue qui est aussi beaucoup moins glauque. On a toute une sélection de cafés et de bars branchés dans un style sino-thaï qui est assez sympa. Alors si on revient au début à l'installation de Ali Bhai Nana dans ce quartier de Thonburi, on voit qu'il arrive dans un quartier qui est déjà très cosmopolite. On y trouve des musulmans malais de Patani qui se sont spécialisés dans la fabrication du nak, c'est un alliage d'or, d'argent et de cuivre. Et eux sont présents depuis au moins l'époque de Rama III. À l'époque de Rama IV, on va aussi trouver dans ce quartier des Indiens qui vont venir aussi de Surat. On va par exemple avoir une grosse communauté chiite qui s'appelle les Bohra, qui eux vont avoir du succès dans le textile, mais aussi dans la pierre précieuse. C'est une communauté qu'on trouve toujours dans le Little India, là ils sont assez présents. Alors comme je vous disais, cette ville de Surat au Gujarat a été très importante dans le commerce international du textile. Les Portugais vont l'occuper après l'avoir incendié au XVIe siècle. Ils seront eux-mêmes délogés par les Anglais, qui eux seront attaqués par les Hollandais et les Maraths. Et les Français vont finir par y fonder leur premier comptoir en Inde. Donc on imagine bien que ces populations locales, Gujarati, ont depuis longtemps été en contact avec des étrangers et ont pu développer des compétences par rapport aux langues.
Et c'est aussi en référence à cette ville de Surat en Inde que le roi Rama VI va transformer le nom de Bandon, qui était le nom d'un port siamois, dans la ville actuelle de Surat Thani. Donc Surat Thani fait directement référence à cette ville indienne de Surat. Donc dans ce quartier de Thonburi, on trouvait évidemment des Chinois, mais on va aussi trouver des membres de la famille Bunag. Alors la famille Bunag, elle trouve ses sources dans l'arrivée au Siam de deux frères, le Cher Ahmad et Mohammad Saïd, qui étaient des marchands persans arrivés à Ayutthaya au XVIIe siècle. Parmi leurs descendants, on va trouver des musulmans qui sont toujours présents dans le quartier chiite de Thonburi. En parallèle, on va avoir une lignée qui descend d'un ancêtre de cette famille qui s'est converti au bouddhisme et qui va donner une lignée de nobles qui est très influente au Siam et qui est toujours présente au sein de la famille royale. Et d'ailleurs, un membre de cette famille Bunag va participer à la négociation du traité de Buring et on va trouver un de ses frères qui s'appelle Tat Bunag. Tat Bunag, c'est un entrepreneur, il va être élevé au rang de Chao Phraya. C'était un grand amateur de cigares, comme on peut le voir dans cette offrande devant une statue qui est dressée en son honneur au temple Pichaya Yatikaram. Il avait financé la restauration de ce vieux temple et à l'intérieur du temple, on peut voir son portrait en bonne place. C'était un riche marchand, il possédait de nombreux entrepôts et parmi ces entrepôts, il en avait un qui s'appelait le Tuek Deng et il va le donner à la communauté musulmane pour en faire la mosquée Guwatin, qui est une très belle mosquée du quartier là-bas, qui est très accueillante, hein, on peut aller la visiter, n'hésitez pas à y aller si vous passez par là-bas. Et cette mosquée est en lien, elle aussi, avec la famille Nana, puisque Ali Bhai Nana va finir par entrer au service de Tat Bunag en sa qualité d'interprète. Et c'est dans ce même quartier de Thonburi qu'est née Samdet Prahasi Nagarindra, la Princess Mother, donc la grand-mère du roi actuel. J'avais parlé d'elle dans la vidéo que j'avais faite sur la pétanque, dont je vous mets le lien ici. Quand son fils Rama IX a voulu acquérir un terrain pour bâtir un parc en son honneur, M. Deng et Lek Nana, qui lui est de la 4e génération de la famille Nana, vont donner un terrain qui se trouvait à côté de la maison d'enfance de la mère du roi. Donc Lek Nana, dont le prénom Thai signifie petit, est devenu comme ses ancêtres un entrepreneur influent et très riche, et il va recevoir le surnom de Landlord of Bangkok. Donc on voit toute l'importance qu'il a eue dans cet investissement immobilier. Ça a été un homme politique important, il a été plusieurs fois ministre, il est cofondateur du Democrat Party, c'était un philanthrope, il était proche du roi Rama IX et d'ailleurs le roi Rama IX va assister à ses funérailles. Bref, tout ça pour dire que ce nom de Nana n'est pas inconnu aux oreilles des Thaïs et que l'image qu'il transporte en Thaïlande est assez différente de celle qui est véhiculée à l'international à travers ce quartier chaud de Bangkok. Alors, toute l'histoire de cette immigration indienne est très bien résumée dans cette BD qui a été faite par un auteur qui s'appelle Navin. Elle est en noir et blanc, elle est toute en thaï. Si vous lisez le thaï, elle est passionnante. Donc son nom c'est Kek Pai Kraima, parce que Kek ça veut dire indien, c'est comme ça qu'on appelle tous les gens d'origine indienne au Siam, ça veut dire invité, mais c'est un mot qui est un petit peu péjoratif, qui peut même être utilisé comme une insulte. C'est pour ça que cet auteur l'avait réutilisé pour lui redonner un peu ses lettres de noblesse. Alors que s'est-il vraiment passé à Nana ? Alors que le quartier attirait de plus en plus de marchands indiens et chinois des rues Prahurat et Sampeng de Bangkok, de plus en plus de familles venaient s'installer en parallèle jusqu'au début de la guerre du Vietnam. Là, l'état-major américain avait décidé d'installer des Rest and Recreation Camps pour ses soldats basés en Thaïlande. On trouvait des restaurants, des bars, des boîtes de nuit et aussi bien évidemment des bordels. C'est comme ça que le village de pêcheurs qu'était Pattaya est devenu le lieu qu'on connaît et le quartier de Nana va subir un petit peu le même sort. C'est d'ailleurs un Américain retraité de l'US Air Force qui va donner son nom au Soi Cowboy, qui est aussi un haut lieu de la prostitution à Bangkok et qui se trouve à quelques centaines de mètres du quartier Nana. On estime qu'en 1967, 40 à 45 000 soldats américains visitèrent ces programmes de récréation à Bangkok. Le nombre d'hôtels va fortement progresser dans les années 70 et la Thaïlande va rapidement accueillir des centaines de milliers de visiteurs, parmi lesquels les Américains formaient le groupe le plus important. Le Nana Plaza va accueillir une vingtaine de go-go bars dans les années 80 et son lot de chambres louées à l'heure. De nombreux Indiens, notamment des tailleurs, vont profiter de cet afflux pour venir ouvrir des échoppes de vente de tissus et de magasins de confection.
avec la fin de la guerre du Vietnam, toute cette infrastructure va s'orienter vers un tourisme international, occidental, moyen-oriental et de plus en plus indien et chinois. Alors parmi eux, on va trouver toute une catégorie qui va être attirée par la vie nocturne, mais on va aussi trouver des touristes qui vont être attirés par l'offre assez impressionnante d'hôtels qu'on a dans ce quartier. Et en parallèle, va se développer un tourisme médical, notamment autour de l'hôpital Bumrungrad, qui est considéré comme le meilleur hôpital de Thaïlande et un des meilleurs hôpitaux du monde. Et comme c'est souvent le cas à Bangkok, on va voir des populations hétérogènes partager un même espace. Là, on va trouver des familles en vacances dans des hôtels confortables, des Émiratis venus associer soins médicaux et séjours touristiques, le personnel des ambassades de Suède, du Pakistan et d'Inde, à quelques encablures du plus grand centre de récréation pour adultes du monde. Donc là, la famille Nana est toujours présente dans le quartier. Là, on est à la 5e génération et on va avoir des descendants qui sont toujours impliqués dans l'immobilier, dans l'hôtellerie, dans le ciment. Et aujourd'hui, on a Manas Nana qui est un mécène et qui va parrainer le futur centre des arts islamiques de Bangkok, qui va se loger dans une très jolie maison verte qu'on a à côté de l'ambassade de France. Donc pour résumer, on peut dire que depuis une ville indienne du Gujarat, une famille est partie au Siam pour faire du commerce, qu'un roi va leur donner le nom de Nana, que ce nom va finir par dénommer tout un quartier et notamment une rue de ce quartier qui est un des hauts lieux de la prostitution en Thaïlande. Et ce quartier va transporter donc une image sulfureuse pour certains, mais aussi à l'international, envoyer une image très touristique et notamment d'un tourisme médical. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à poser des questions si vous en avez et si je peux y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour un tout autre sujet. Bye bye. Les amis, comme vous le constatez, le quartier de Nana a bel et bien une histoire et grâce à Frédéric, on en sait un peu plus. J'avais fait une visite avec Sabri dans ce quartier de Thonburi. Je vous mets le lien aussi vers sa vidéo ici. Si ça vous intéresse, allez jeter un œil.